Bonsoir, bienvenue dans Controverse. Nous parlerons évidemment ce soir en tout premier lieu de la réforme du Code du travail avec l'annonce aujourd'hui par le Premier ministre de la réécriture du texte annoncé. Une réécriture qui apparaît comme une réponse aux exigences des syndicats dits réformistes dont fait partie en Guadeloupe la CFDT. Nous avons entendu dans le journal d'Alizé tout à l'heure Henri Berthelot, son secrétaire général, et bien sûr exigence également de la gauche de la gauche. Alors, Danick Zandronis, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous faites partie des patrons mécontents ce soir de cette réécriture? C'est de la provocation, le lundi soir. Mais non, de toute manière, on savait très bien que le gouvernement allait reculer sur cette question. Vous savez que le gouvernement est en train de jouer sa tête en ce moment et à la perspective des élections de 2017, François Hollande ni Valls ne pouvaient pas se permettre d'essuyer un échec dans le camp même de la gauche pour ce projet. Donc ils ont fait une petite reculade, mais en fait le fond n'a pas tellement changé. Et même si les syndicats réformistes sont plus ou moins d'accord avec ce qui a été enlevé ou raboté, d'une manière générale. Alors, on a entendu deux voix ce soir sur Alizé. Les réformistes représentés par Henri Berthelot, je l'ai dit, de la CFDT, qui est le syndicat national en France qui était le plus vent debout, si on peut dire, pour faire au moins deux changements dans ce projet. Et puis, on a entendu également Élie Domota, qui fait partie de ceux qui réclament purement et simplement la suppression. Moi, je ferais plutôt de ce camp-là. Ce qui n'étonnera personne. Non, ça n'étonne personne. Mais non, mais d'abord, d'un point de vue purement français, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le gouvernement français aujourd'hui est dicté par l'Europe. Et Valls l'a dit, Hollande l'a répété. En fait, ils sont en train de travailler de manière à ce que les investisseurs ne soient pas déçus en arrivant en France. C'est-à-dire que le code du travail est très gros comme ça, on doit le réduire à ça. Donc, c'est une opération chirurgicale, mais en fait, elle passe très mal. Et à la veille de 2017, je vous disais que c'est pas une bonne opération pour le gouvernement. Donc, ils ont fait un petit pas en arrière, mais pas grand-chose. Et la gauche de la gauche, le parti de gauche, enfin, tous les partis qui sont pas sur la ligne présidentielle de Hollande d'aujourd'hui, bien sûr, demandent le retrait de ce projet. Et vous le savez très bien, il va y avoir encore en France des manifestations. Alors, quelles conséquences politiques pour François Hollande et le gouvernement? Est-ce que Mme El Khomri va démissionner, par exemple? Non, elle ne va pas démissionner. Elle joue le rôle qu'on lui a assigné. En fait, elle est venue pour faire passer un projet. Oui, mais le texte qu'elle a oui, mais ce n'est pas son texte d'une manière générale, c'est un texte gouvernemental, et j'ai envie de dire européen, qui a été choisi par les instances européennes, et le gouvernement français s'est conformé simplement à ce texte. Donc, la ministre qui est là, bon, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait été la même conjoncture pour le gouvernement. Je ne pense pas que la ministre soit sur le point de démissionner. Elle va manger son chapeau, avaler les pilules, et puis bon, essayer de tenir jusqu'à 2017. Je pense elle a avalé les pilules parce qu'elle a eu un malaise. Oui, voilà, exactement. Ça fait du bien d'ailleurs. Bon, je ne commenterai pas. Tout de même, on commente ce soir cette réforme, mais vous n'avez pas l'impression que les organisations syndicales guadeloupéennes n'ont pas semblé particulièrement intéressées. Alors bien sûr, on a eu Domota, Berthelot. Il a fallu aller les chercher, moi-même j'ai eu aussi. Il y a eu une manifestation. Alors vous qui regardez à la loupe les manifestations, beaucoup de métropolitains, 50 personnes. 50 personnes. C'est pas normal. Ça, non, mais en fait... et ça nous concerne. Le problème qui se pose ici, c'est, bon, il faut dire ce qu'on appelle en journalisme le kilomètre intérêt. Aujourd'hui, les Guadeloupéens ne sont pas mobilisés particulièrement sur cette question, y compris les organisations syndicales. Bon, Domota s'est exprimé, vous l'avez fait s'exprimer, moi aussi j'ai eu l'occasion de l'entendre, mais globalement, ça n'a pas été un problème majeur. Cela dit, combat ouvrier, rebelle, donc une partie de la CGTG s'est exprimée, mais enfin, ça n'a pas pris ici, la mayonnaise n'a pas pris. Je vais même dire mieux, le bébélé n'a pas pris. Alors on va voir si le second sujet de cette émission intéresse les Guadeloupéens, je crois que ça ne veut pas dire que les Guadeloupéens ne sont pas intéressés, mais vous savez, il y a toujours un temps de recul ici, donc c'est la raison pour laquelle, quand ce fameux code du travail sera réellement appliqué, là, où tant de monde qui descend en arrive, mais il sera trop tard. C'est souvent comme ça. Oui, il sera trop tard, bien sûr. Alors, nouvelle réunion la semaine dernière, sur l'eau, autour du conseil régional et du conseil départemental, toutes les collectivités, les agglomérations, les communautés d'agglomération, les EPCI, comme on les appelle.
on a l'impression que les politiques ont décidé vraiment de communiquer sur l'eau, même s'ils n'ont pas encore la solution. En tout cas, pas la solution. Il n'y a pas de solution. Pas la solution on l'avait dit, je crois. De l'organisme. Oui, de l'organisme. On l'avait dit il y a peut-être un mois, on en avait parlé. À l'époque, Mme Chevry se faisait attendre, respirer, etc. Aujourd'hui, ce syndicat unique, il a pris de l'eau, il faut le dire. Et donc, on a plutôt le sentiment que Mme Chevry joue sa carte. On l'avait dit qu'elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Et on peut le dire, c'est un échec pour Henri Chalus, hein, parce qu'il s'était engagé, soi-disant, en se tenant compte du fait qu'il y avait la fille de madame dans son gouvernement, entre guillemets, et qu'il allait pouvoir faire changer la donne. Non, il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, on parle d'un syndicat mixte où chacun entrera à volo. Donc, en fait, est-ce que la grande nouveauté, à partir de cette dernière réunion, il y en aura une le 22 de ce mois, c'est pas la présence d'abord de Mme Michel Chevry, mais on a l'impression aussi que ses arguments sont de plus en plus écoutés. Mais oui, elle a raison. Elle évoque les 60 millions de déficit du SIAG et elle dit qu'il faudrait liquider tout simplement le SIAG, les employés de la Générale des Eaux, voilà, et elle ne veut pas d'une usine à gaz pour employer ces termes avec la CCI et tous ces organismes. Non, mais ça, bon, elle joue encore une carte politique, pas politicienne, mais politique. Bon, elle l'avait dit. Sur le fond, sur un certain nombre de points, on ne peut pas dire qu'elle est tort, à savoir que 40%, plus de 40% de l'eau qui est envoyée dans les tuyaux, dans les réseaux, se perd dans la nature, qu'il y a de l'amiante dans les réseaux, que le SIAG a été une usine à gaz et à profit aussi pour certains, avec un déficit important. Là aussi, elle a un peu raison. Donc, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, alors, elle a semblé aujourd'hui mettre la pédale douce sur Bernier, disant que, bon, tout compte fait, le pauvre Bernier... Vous évoquez une interview qu'elle a accordée à un de nos confrères. Voilà, nous ne citerons pas ici. On a entendu. Mais tout le monde l'a entendu. Donc, elle a dit qu'elle n'a rien contre M. Bernier, qui a récupéré un monstre, et elle prône la liquidation du oui, SIAG. je pense que la question du SIAG reste posée, et la question des... j'ai envie de dire pas des malversations, mais enfin des irrégularités, on va dire, des dysfonctionnements de cet organisme restent posés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fameuse enquête qui était prévue sur ce qui s'est passé dans les années antérieures, sur ces fameux millions attribués ici à droite et à gauche pour faire fonctionner des journées de l'eau. On n'en fait plus d'ailleurs en Guadeloupe. Je pense que ces questions-là restent posées. Et pour Mme Chevry, elle s'est arc-boutée là-dessus. Elle n'a pas tort. Mais sur le reste, aujourd'hui, je pense que les élus, personne n'a envie finalement d'aller au fond du dossier. Que, bon, là, en tout cas, il y a une avancée, c'est qu'on a annoncé un chiffre, 500 millions. C'est pas nouveau chiffre. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais il y a un engagement qui a été annoncé. Oui. 500 millions, on va les trouver où? Ah ben ça, il faut demander à M. Chalus et à Mme Borel-Lincertin. Je vous ai dit que c'est vraiment une défaite pour M. Chalus. Il n'a pas réussi sa première mission. Et globalement, on attend sa politique générale. Ces jours-ci, il va faire sa déclaration de politique générale et on saura un peu où il va. Mais jusqu'ici, c'est piano. Il n'y a rien de nouveau. On parle de notre grande région et de deux de vos camarades, M. Nicolas Maduro au Venezuela et Mme Dilma Rousseff au Brésil. Crise politique, crise économique. M. Maduro doit faire face à une opposition devenue majoritaire au Parlement et puis au Brésil, la foule réclame la tête, le départ de Dilma Rousseff et son prédécesseur, le célèbre Lula, est menacé de prison. Alors c'est le grand désenchantement de gens que vous avez porté au... Vous savez, on porte les gens tant qu'ils sont honnêtes et tant qu'on n'a pas, comme on dit, le dossier n'est pas sorti. Bon, en ce qui concerne Maduro, Maduro n'est pas Chavez. Il faut le dire. La crise qui est tombée sur le Venezuela, elle était un peu prévisible. Le Venezuela s'est beaucoup endetté. Le cours du pétrole a chuté. Et donc, ça n'arrange pas la situation économique du pays. Les Américains n'ont rien fait non plus pour faciliter le développement de ce pays. Au contraire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une crise au Venezuela ne va pas résoudre les problèmes du Venezuela. Il ne faut pas penser que la bourgeoisie de droite
qui aujourd'hui est revenu aux affaires, enfin, à l'Assemblée nationale vénézuélienne, pourra changer, inverser le cours des choses. Bon, il y a eu des erreurs, il faut le dire, du gouvernement Maduro. Maduro n'a pas le charisme de Chavez, il n'a pas sa maestria et sa façon de gérer les choses, donc c'est pas étonnant. En ce qui concerne Dilma Rousseff, je vous rappelle qu'avant même les élections, on demandait déjà son départ. Et que la corruption au Brésil, même du côté de Lula, ce n'est pas non plus une nouveauté depuis son départ. Lula qui aurait bénéficié d'un appartement de grand luxe. Des millions et des millions. Ouais. On demande son inculpation, voire même sa mise en détention. Vos petits camarades vous déçoivent. Vous savez, ça arrive dans tous les gouvernements. C'est pas pire que Sarkozy, hein, ce qui se passe, sauf que Sarkozy, pour l'instant, n'est pas encore en prison, mais c'est pas pire. Vous savez, aujourd'hui, les gouvernements donnent l'impression de fonctionner tant qu'on n'a pas vu l'envers du décor, et on voit l'envers du décor. Bon, vous savez, si vous prenez un peu tous les gouvernements qui sont tombés depuis quelques années, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, etc., on a toujours découvert après des cadavres dans les armoires. Certains étaient déjà connus, que ce soit en Libye ou et qui sait si même en Guadeloupe un jour on va pas découvrir des cadavres de certains endroits. Enfin. C'est quelque chose que vous nous annoncez encore une fois de façon subliminale. On les sautite et puis on saura un peu plus sur tout ça. Vous faites allusion à la région Guadeloupe. On sait jamais ce que nous réserve la suite des événements. Bon. Merci Danix Antonis de nous avoir encore une fois éclairé ce soir. Dans un instant, enquête, d'abord le journal de TF1 et puis notre soirée consacrée à l'émission, au magazine Enquête exclusive. Bonne soirée, demain 12h30, Aurélie Ronce bien sûr pour notre premier rendez-vous avec l'information dans notre région. Vous savez, je vais t'inviter au stade hôpital.